team is always more important than the individual. I don't think anyone could doubt that they were watching greatness unfold. When you see those guys play, your instincts tell you this guy's different. Dan Carter knew the power of winning. He delivered in moments that took people's breath away. Ça, c'est Dan Carter, 19 ans. Il officie en tant que facteur à Christchurch, dans la province de Canterbury, en Nouvelle-Zélande. En parallèle de ce petit boulot, le jeune homme joue au rugby pour l'équipe locale. Il n'est qu'amateur, mais le ballon ovale coule dans ses veines. Plus qu'une simple passion, c'est un amour inconditionnel qu'il voue à ce sport si emblématique dans son pays. Mais cet amour, le rugby ne lui rend pas. Carter est alors un joueur parmi des milliers. Il ne brille pas plus qu'un autre. En plus, il a arrêté ses études. Selon toute évidence, tout le prédestine à passer une vie paisible dans la ferme familiale, tout comme son père et son grand-père avant lui. Ça, c'est Dan Carter, 33 ans. Il est un demi d'ouverture expérimenté et respecté. Au terme d'une campagne légendaire, il remporte son 2e titre de champion du monde. Il est le joueur majeur de l'équipe la plus dominante de l'histoire, les All Blacks des années 2010. À ce moment-là, The Perfect Ten est au sommet, seul sur le toit du monde. Ce titre, c'est celui qui le propulse incontestablement comme le meilleur joueur de tous les temps, le GOAT du rugby. Il se retire par la plus grande des portes, en ayant accompli ce que personne d'autre n'avait fait avant lui. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Comment ce descendant de paysans, qui oscillait entre la distribution de courrier et les coups de main à la ferme, à peine 14 ans plus tôt, a pu connaître une telle trajectoire ? Cette histoire est ahurissante, presque irréelle. Elle est passée par 3 continents, 2 décennies et bien des milliers de coups de pied. Elle a forgé l'un des mythes les plus inspirants de l'Ovalie et offert un rêve à des millions d'enfants autour du monde. Et du fin fond de la Nouvelle-Zélande, elle a fait naître une légende comme plus jamais le rugby n'en connaîtra. Le 5 mars 1982, la famille Carter connaît une heureuse nouvelle. Elle accueille un 2e enfant, Dan. Le foyer vit une existence paisible à Southbridge, une petite ville paysanne de la province de Canterbury. Les Carter sont fermiers depuis 4 générations. L'exploitation familiale se transmet de père en fils. Les enfants grandissent entre les moutons et les tracteurs. Bref, pour Sarah et Dan, l'avenir est tout tracé. À Southbridge, les habitants baignent dans le sport. En fait, ce dernier est le principal, voire le seul passe-temps de la population en dehors du travail. On y pratique le golf et le tennis. Mais le petit Dan, lui, ce qu'il botte, c'est les sports collectifs. Et ça tombe bien, son grand-père lui a installé 2 poteaux dans le jardin. Il n'en fallait pas plus pour que Dan tombe instantanément amoureux du rugby. Une passion est née, et on ne le sait pas encore, une légende avec elle. Le jeune néo-zélandais fait ses premiers pas au niveau amateur sous les couleurs d'Ellesmere College, un établissement local. Il n'est pas mauvais, mais pas flamboyant pour autant. Dan est assez frêle, pas particulièrement rapide et semble un peu en retard physiquement. Avec son équipe,
il rencontre certains des meilleurs ados du pays et il réalise le gap qui existe entre lui et ses mastodontes. Mais au fond, ça ne l'atteint pas. Carter joue au rugby par passion plus que par nécessité. Et ses performances, de plus en plus convaincantes, lui permettent d'intégrer la Christchurch Boys High School, une institution sur le plan local. Là-bas, DC a l'occasion de marcher dans les pas de grandes légendes des All Blacks. Pourtant, il la quitte au bout d'à peine 1 an. Dan veut travailler et jouer au rugby avec ses amis d'enfance. Pendant 1 an, il navigue de petit boulot en petit boulot et enfile les crampons le week-end avec l'équipe amateur de Christchurch. Là, Carter retrouve le goût du jeu. Il comprend qu'il ne peut pas jouer sans passion, sans racines. Ce retour aux sources lui permet de s'améliorer drastiquement. Dan survole le championnat régional et tape dans l'œil de nombreux recruteurs. Le téléphone sonne. Au bout du fil, il y a l'entraîneur de l'académie de Canterbury. Tout gamin néo-zélandais rêvait de jouer pour sa province. Il n'hésite donc pas une seconde et signe. Ce que récupère le staff rouge et noir, ce n'est pas un talent brut, loin de là. L'enfant de Southbridge est un acharné de travail au style bien particulier. C'est un 3/4 assez léger. Il compense ses lacunes physiques par une vision de jeu et une créativité hors du commun. Il a toutes les qualités d'un bon numéro 10. Et comme il ne coche aucune case, il est assez polyvalent pour évoluer au poste de premier centre. Mais ce qui impressionne par-dessus tout, c'est son pied. DC est un sniper, capable de buter de n'importe quel côté du terrain, à n'importe quelle distance et avec n'importe quelle condition météorologique. Ce coup de pompe, le Néo-Zélandais le travaille depuis des années. Chaque jour, sans exception, il tape inlassablement, tire encore et encore, des centaines de fois. Il est comme ça, Dan, un vrai stakhanoviste du rugby qui croit dur comme fer que tout le talent du monde ne vaut pas le travail acharné. Positionné en 12, il ne met pas longtemps à griller toutes les étapes. Depuis l'académie, il passe pro avec les Crusaders en à peine quelques mois. Un soir de février, lors d'une rencontre face aux Hurricanes, le monde découvre le nom de Dan Carter. Un patronyme qui résonne fort, très fort, tellement fort qu'il arrive aux oreilles de John Mitchell. Le sélectionneur des All Blacks appelle le jeune demi pour préparer la Coupe du Monde en Australie. L'aventure, en noir, commence le 21 juin. Et de quelle manière ? Face au Pays de Galles, DC inscrit un essai et plante 20 points. Il marque les esprits et valide son billet pour le pays des kangourous. Mais la compétition se révèle être un échec pour les All Blacks. Les Kiwis se font éliminer en demi-finale face au pays hôte. Ce revers est un traumatisme pour toute une génération de Néo-Zélandais qui quittent la sélection. C'était l'édition de la dernière chance, celle où le titre était obligatoire. Aux côtés de ses tauliers, Carter réalise le poids du maillot à la fougère. La Coupe du Monde a un enjeu qui dépasse les limites du sport. Elle permet à tout un pays, habituellement oublié de tous, de rayonner à l'international. Dan jouait au jour le jour. À partir de cette élimination, tout change. Il a trouvé un but. Plus que ça, une quête. Il sera l'un des grands noms des All Blacks. « 2 juillet 2005, la Nouvelle-Zélande accueille les légendaires Lions britanniques pour une tournée de 3 matchs. Les Blacks ont remporté le premier test haut la main. L'équipe nationale est en pleine bourre. La Westpac Stadium de Wellington n'attend qu'une chose, voir ses champions à l'œuvre. Seulement les 10 premières minutes mettent un froid sur l'arène. Les Kiwis sont dominés, bousculés dans les impacts et muselés derrière. C'est à ce moment précis que le récent ouvreur indiscutable de l'équipe décide de se réveiller. Le reste appartient à la légende du rugby. Carter fait tout. Il crée pour les autres, pour lui-même. Il casse les lignes, il occupe au pied, il met ses coéquipiers sur orbite. En ce soir d'été, DC plante 2 essais,
33 points et offre l'une des plus grandes performances de l'histoire. La presse s'affole. Cette rencontre fait basculer la vie de l'ouvreur. Il passe de rugbyman reconnu à superstar national, voire international. Et au cœur de ce brouhaha médiatique, un surnom émerge, The Perfect Ten. Parfaite, c'est un bon mot pour décrire la décennie à venir. Dans la foulée de sa performance historique en sélection, d'un titre de Super 12 et d'une saison fantastique, Dan Carter est élu meilleur joueur du monde 2005. La fin des années 2000, avec les Crusaders, est une réussite totale. Les Rouges et Noirs font le back-to-back en 2006, puis remportent un nouveau titre en 2008, le 4e pour DC. La finale de cette édition est d'ailleurs l'une des plus belles copies de sa carrière en club. Dans un match très serré, face au Waratah, il plante 15 des 20 points de son équipe pour arracher le Super 14. Après ça, il s'envole pour la France. Il ne reste qu'une saison à Perpignan, mais soulève tout de même le bouclier de Brennus. De retour au pays, il enchaîne les bonnes performances. Son secret pour assurer une telle réussite, une philosophie propre à lui, et assez rare. Dan n'a pas oublié son année de break à Christchurch. Afin de se maintenir au top niveau, il s'assure de garder la vie la plus banale possible hors des terrains. Une mentalité qui lui permet de ne prendre le rugby que comme un bonus et de ne pas se laisser dépasser par la pression. Ce mantra, il va le conserver tout au long de sa carrière. Coach, coéquipier, proches, tous sont unanimes. Malgré les trophées, l'emballement médiatique et la célébrité, Carter a toujours gardé les pieds sur terre. Il ne s'est jamais considéré comme une star. À ses yeux, il n'est qu'un homme comme les autres. L'essentiel de son temps libre est dédié à sa famille et à sa santé mentale. Si l'on ne savait pas qu'il est le meilleur joueur de rugby de la planète, Carter pourrait passer pour le lambda par excellence. En parallèle de sa carrière en club, Carter éblouit en sélection. Malgré l'élimination précoce en Coupe du Monde, son année 2007 est vue comme un premier prime. En 2011, il devient vice-capitaine des Kiwis et est même propulsé sur le devant de la scène après une blessure de Richie McCaw. Privé de phase finale à cause de pépins physiques, il est tout de même sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. L'année suivante, il atteint l'apogée de son niveau de jeu et casse tout en sélection. Pour la deuxième fois de sa carrière, il est élu meilleur joueur du monde. Partout où il passe, Carter gagne, mais surtout, est un acteur majeur des équipes pour lesquelles il joue. Mais un problème persiste, un caillou dans la chaussure qui plombe la carrière de Carter, mais aussi son mental. 2007, DC démarre le quart de finale face à la France, à moitié blessé. Il serre les dents, mais finit par se faire sérieusement mal. Contraint de sortir, l'ouvreur assiste à la chute vertigineuse des siens face à des Bleus opportunistes. Saut dans le temps en 2011. À l'aube des quarts de finale, The Perfect Ten se déchire l'adducteur à l'entraînement. Il est forfait pour le reste du mondial. Les siens étrillent l'Argentine en quart, se défont de l'Australie en demi et remportent la Coupe Webb Ellis face à la France. Le titre suprême est là, certes, mais il est amer. Un goût d'inachevé lui reste en bouche et le touche fortement moralement. Even through his genuine happiness for the team and for that success, there was an acute sadness that he hadn't been a part of that final victory. Après une saison 2013, minée par les blessures, Carter est au plus bas. Il songe à arrêter le rugby. Mais un dernier défi lui fait relever la tête. La Coupe du Monde 2015 au Royaume-Uni. La Coupe du Monde approche à grands pas et la presse internationale se pose de plus en plus de questions. Dan Carter est-il encore au niveau ? A-t-il réellement sa place dans les groupes des All Blacks qui s'apprêtent à s'envoler pour l'Europe ? Depuis quelques semaines, l'ouvreur enchaîne les performances décevantes. La concurrence à son poste se fait de plus en plus féroce et le poids des années semble se faire sentir. Lors des matchs de préparation, une image fait le tour du monde. The Perfect Ten, l'un des meilleurs joueurs des 10 dernières années, relégué à un rôle de porteur de gourde. Les doutes envahissent le monde entier. Pour Steve Hansen, la question ne se pose pas.
il sélectionne sa légende. Mais quel rôle occupera-t-il ? Le 20 décembre, la Nouvelle-Zélande lance son mondial face à l'Argentine. Et là, c'est tout un pays qui retrouve son souffle. Le 10 dans le dos, Carter débute bien la rencontre. Une rencontre serrée, dont le pied d'ici, une fois n'est pas coutume, détermine l'issue. Il marque 16 points et se met en confiance. Sa performance lui permet également de gagner celle de son entraîneur. Hansen le titularise lors de 2 des 3 autres matchs de poule. L'ouvreur est propre, dans une bonne dynamique. Et à l'approche du quart de finale face à la France, la question ne se pose plus. Dan Carter est redevenu indiscutable. 17 octobre 2015, c'est un Millennium Stadium comble qui accueille les All Blacks. Face aux Bleus, les Kiwis déroulent leur plus beau rugby. Accrochés à peine 10 minutes, ils créent le break grâce à un essai de Brodie Retallick, puis déroulent. L'histoire retiendra surtout le triplé de Julian Savea. Mais Carter n'a pas à rougir de sa performance. L'ouvreur endosse la cape du maestro et envoie tous ses coéquipiers sur orbite. Toujours impeccable au pied, il marque 17 points. En partie grâce à lui, la Nouvelle-Zélande file en demi-finale et inflige, au passage, une humiliation historique aux 15 de France. Dans le dernier carré, les All Blacks retrouvent leurs meilleurs ennemis, les Springboks d'Afrique du Sud. Le match est serré, tendu. Le duel physique atteint des sommets rares. Longtemps menés, les Kiwis reprennent pied en début de seconde mi-temps. D'ici n'est pas le héros de la soirée, mais il en profite pour envoyer un drop lointain qui sonne la révolte. La tension est à son comble. Avec 2 points d'avance, les Néo-Zélandais tiennent bon. Sur un ultime en avant, ils filent en finale de Coupe du Monde pour la 2e fois d'affilée. La suite va écrire un peu plus la légende de l'enfant de Southbridge. 31 octobre 2015. Les 30 acteurs entrent sur la pelouse de Twickenham pour tenter de ramener au pays le trophée le plus important du rugby mondial. L'ambiance est électrique. Tout le monde le sait, c'est le dernier match en noir de la carrière du Perfect Ten. Face à l'Australie, les hommes de Steve Hansen lancent parfaitement leur finale. À coups de pied, Carter offre 9 points aux All Blacks avant que Nié Milner et Maanonu n'enfoncent le clou. À la 42e minute, Richie McCaw et sa bande mènent 21-3. Le sort semble scellé. Mais une finale de Coupe du Monde se joue en 80 minutes, pas 40. Et en supériorité numérique, les Wallabies vont le prouver une nouvelle fois. Grâce à 2 essais coup sur coup de David Pocock et Ratu Kuridrani, ils recollent à 21-17 et relancent complètement le match. Le doute frappe alors les All Blacks de plein fouet. Eux, la plus grande équipe de tous les temps, sont-ils en train de perdre le fil ? Peuvent-ils réellement perdre un titre qui leur était promis ? Mais c'est dans les moments les plus durs que les plus grands joueurs se révèlent. Et ça tombe bien, Steve Hansen a dans son jeu une carte qui a bien des fois su faire partie de cette catégorie de joueurs. D'un drop soudain, lointain et complètement inattendu, Dan Carter étouffe l'incendie. Le coup de pied est puissant, précis, chirurgical. Il est l'aboutissement final d'années et d'années de travail. De Southbridge à Twickenham, en passant par Perpignan et Christchurch. Ce coup de pied retourne le momentum. La Nouvelle-Zélande déroule. L'Australie ne s'en relèvera jamais. Après un ultime essai de Boden Barrett, les All Blacks sont sacrés pour la 4e fois. Ça y est, The Perfect Ten a conquis le monde en étant au front. Après avoir traversé les sommets, mais aussi les doutes, les blessures, les critiques, DC a accompli tout ce qu'il était possible d'accomplir dans le rugby. Symboliquement, Richie McCaw soulève le trophée Webb Ellis avec lui. L'image est forte. Aux côtés de son meilleur ami, Dan se retire du rugby international par la plus grande porte, en étant unanimement considéré comme le meilleur de tous les temps, le GOAT. Dans la foulée, Carter revient en France pour un nouveau challenge en club. Après une signature aux allures de blockbuster, il débarque dans le 92 sous les couleurs ciel et blanche du Racing.
Très apprécié des supporters et de ses coéquipiers, il est la pièce finale du projet des Franciliens. Dès sa première saison, le club atteint la finale de la Champions Cup. Elle se solde par une douloureuse défaite. Mais la saison n'est pas finie. Et un défi de taille les attend. Après avoir tracé leur route vers le match du titre en top 14, les Franciliens retrouvent le RC Toulon. À cette époque, la rade vit les dernières gloires des Galactiques. Cette chance pourrait être la dernière, et ils ne comptent pas la manquer. En face, le Racing souhaite mettre fin à des décennies de disette. Mais le début de match ne va pas aller en leur faveur. Au bout d'à peine 20 minutes, Maxime Machenaud voit rouge. Au bord du précipice, ses coéquipiers teinent tant bien que mal. Et à mesure que le temps file, l'exploit semble de plus en plus envisageable. Au pied, Johan Goossen et Dan Carter maintiennent les Racingmen à flot. Avant que le coup de grâce arrive des mains de Joro Kosoko. The Perfect Ten tape la pénalité finale, le dagger pour clore cette finale et entrer encore un peu plus dans la légende. Il participe à une nouvelle finale européenne en 2018. Un deuxième revers qui met un terme à son aventure française. Coqueluche du Racing 92, le Néo-Zélandais fait le choix de s'envoler vers un nouveau continent pour s'offrir un tout dernier challenge. Il atterrit au Japon où il va faire le bonheur des Kobelco Steelers. Après un parcours rugueux lors des phases finales, les Rouges et Blancs balaient les Suntory Sungoliath, les rivaux historiques. 55-10. L'humiliation est totale. DC marque 13 points et gagne à nouveau dès sa première saison. Ce trophée lui offre une place de choix dans le cœur des fans. Mais un autre détail va particulièrement les marquer. Carter est proche d'eux, très proche d'eux. Il célèbre les victoires avec les supporters, prend toujours le temps de discuter avec eux, de leur montrer qu'il compte. Des images encore plus folles sont diffusées. The Perfect Ten, le meilleur joueur de tous les temps, au restaurant avec les fans des Steelers. Une relation qu'il a entretenue toute sa carrière. Parce qu'il est comme ça, Dan. Il n'a jamais oublié qu'il venait d'une famille de fermiers. Il n'a jamais oublié qu'au fond, il vient du même milieu que ces gens qui viennent le voir chaque week-end. Il garde aussi un rapport étroit avec la Nouvelle-Zélande, sa terre, avec laquelle il est resté connecté tout au long de sa carrière. À Southbridge et à Christchurch, il est vu comme une légende, mais aussi comme un ami par la plupart des gens qui le connaissent de près ou de loin. Et c'est comme un symbole qu'il décide de clôturer son immense carrière avec les amateurs de Southbridge dans une ligue qui n'est même pas diffusée à la télévision. Un choix qui le représente tellement. Lors de la dernière année de son aventure, il remporte le bouclier territorial, seul titre qui le fuyait encore. Et paradoxalement, l'un de ceux dont il est le plus fier. Lors de l'interview d'annonce de sa retraite, il sera le premier qu'il évoque. Pas la Coupe du Monde, pas le Super 12, le bouclier territorial du Canterbury. It holds a special place in my heart, and it's the same for all us rugby players. We always gravitate to our community, and that's what makes New Zealand rugby so strong. Is that community rugby? We're all really loyal to our amateur club that gave us our first start, or it might even be your local high school that you went to as well. So it was a pretty special moment. L'histoire de Dan Carter, c'est l'histoire d'un enfant qui a défié un destin qui semblait tout tracé. C'est l'histoire d'un garçon qui a affronté ses lacunes physiques pour réaliser son rêve. C'est l'histoire d'un jeune adulte qui a grillé toutes les étapes pour conquérir le cœur des fans et de la presse. He's the man. C'est l'histoire d'un homme qui a gagné partout où il est passé, façonnant sa greatness club par club et construisant pas à pas une carrière qui l'a emmené au sommet du panthéon du rugby. Mais c'est avant tout le récit d'un personnage atypique, un descendant de fermier qui a toujours gardé les pieds sur terre et qui n'a jamais tourné le dos à ses origines. Malgré les unes des médias, malgré la pression, un credo qui est devenu la pierre angulaire de sa carrière et qui lui a permis, au terme de 18 longues années, de devenir, pour au moins quelques temps en tout cas, le GOAT du rugby. One of the strongest values
of being an All Black is to making sure that no individual is greater than the team. He's had so many disappointments, but he's always come back at the end of it. And I think, that's a true test of character, really. In my eyes, I think he's the best rugby player